Situé en Asie orientale, le Japon est un archipel entré d'océan. Sa superficie s'étend sur plus de 3500 km du nord au sud, offrant une grande variété de climats. La majeure partie se trouve en zone chaude, mais dans le nord ou sur certaines îles éloignées, on peut avoir un climat subarctique ou tropical. 75% de son territoire est recouvert de montagnes avec un relief accidenté, malgré que la majeure partie de sa population est concentrée sur les plaines côtières. En 1970, le Japon a adopté la loi sur le traitement des déchets et la propreté des espaces publics, abrégée en loi sur le traitement des déchets, qui déléguait la responsabilité de cette tâche aux collectivités locales. Conformément à cette loi, chaque commune est libre d'organiser la gestion des déchets en fonction de ses propres spécificités. Dans cette vidéo, nous vous présenterons l'importance de clarifier le rôle des autorités publiques et d'obtenir le soutien de la population à travers l'exemple de la guerre contre les déchets à Tokyo. 町を経営者だったら自分がしないといけないよ。自分の背中見てないといけない。 L'organisation de la collecte selon un tri sélectif pour réduire les volumes de déchets collectés, avec l'exemple de la commune de Shibushi. 手島のものは一粒もありません。 Les mesures prises pour lutter contre le développement illicite de déchets dans le cadre de l'affaire Teshima et l'intérêt d'assurer la durabilité de la gestion des déchets au niveau d'une région avec l'exemple du projet Phoenix dans la baie d'Osaka. Capitale du Japon, Tokyo est une mégalopole qui s'étend sur plus de 2100 km² avec une population dépassant les 14 millions d'habitants. Elle a aujourd'hui la réputation d'être une des villes les plus propres de la planète. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il a fallu surmonter de nombreuses difficultés avant d'y parvenir. L'histoire de la gestion des déchets à Tokyo connaît un grand tournant avec ce qu'on a appelé la guerre contre les déchets. Cette guerre contre les déchets fait référence à une confrontation entre différentes villes de la capitale nippone à propos de la gestion et du traitement des déchets. Nous allons utiliser cet exemple de Tokyo pour illustrer l'importance du rôle des autorités publiques pour obtenir l'adhésion de la population. Le problème des déchets est devenu particulièrement pressant à Tokyo dans les années 1960. À cette époque, les déchets étaient jetés un peu partout dans les rivières et la ville débordait de poubelles non collectées. Mouches et moustiques se sont proliférés dans ces décharges à ciel ouvert, favorisant la propagation de maladies contagieuses en zone urbaine et entraînant un grave problème de santé publique. Dans les années 1960, la grande majorité des déchets ramassés dans les différentes villes de Tokyo étaient déversés dans la décharge de la ville de Koto. La législation en vigueur stipulait de privilégier, dans la mesure du possible, l'incinération pour le traitement des déchets afin de promouvoir un cadre de vie sain. Mais l'opposition des riverains au projet de construction d'usines de traitement avait ralenti sa généralisation. Face à une démographie en constante croissance, les installations existantes ne suffisaient plus pour incinérer tous les déchets. Ceci a mené au fait que les déchets ramassés dans les différentes villes étaient envoyés sans traitement dans les décharges de Koto. Chaque jour, plus de 100 000 camions pouvaient se diriger vers les lieux de dépôt de Koto, provoquant des embouteillages et nuisances sonores énormes. Outre la puanteur et les invasions de mouches et de moustiques autour des décharges, il fallait aussi gérer des incendies. La situation était devenue intenable pour les habitants de la ville de Koto. La municipalité de la ville de Koto a donc décidé d'adresser un courrier officiel à la ville de Tokyo et aux autres villes pour réclamer une prise en charge équitable de la gestion des déchets. Un accord a été convenu. Chaque ville
s'engager à traiter les déchets générés sur son territoire en se dotant d'incinérateurs et à ne plus les transporter vers les déchargés de coton. Plusieurs villes ont rapidement appliqué cet accord et ont commencé à construire et à mettre en service des incinérateurs. Mais dans certaines villes, les projets de construction d'usines d'incinération furent entravés par des mouvements de protestation. Par exemple, dans la ville de Suginami, la décision de mettre en place des installations sans préavis provoqua l'opposition des riverains, qui n'avaient pas été consultés et qui craignaient des problèmes de pollution atmosphérique et de pointeurs, ainsi que des embouteillages. La situation est arrivée au point où Koto se mit à refuser l'entrée au camion poubelle de Suginami dans le décharge, ce dernier n'ayant pas d'usine de traitement. Les villes sans incinérateur se retrouvèrent obligées d'arrêter temporairement la collecte des déchets et les déchets non collectés étaient abandonnés dans les rues. Avec les mouvements de protestation contre la construction d'usines d'incinération, la pollution s'est répandue rapidement dans toute la ville, aussi bien dans les villes équipées de décharges ou d'incinérateurs que dans les autres. Face à cette crise pressante des déchets qui menace la vie des habitants de Tokyo, le gouverneur de Tokyo déclara la guerre contre les déchets en 1971. Il a clairement exposé les problèmes sanitaires et de détérioration du cadre de vie que cette mauvaise gestion des déchets entraînait. Les négociations entre la ville de Tokyo et les résidents se sont poursuivies de concert, mais aucune solution ne semblait se dégager. Le tribunal de la ville de Tokyo a recommandé une procédure de conciliation. Les négociations pour parvenir à un accord entre les deux parties ont commencé. Après avoir écouté les avis de la ville de Tokyo et des résidents, le tribunal a décidé de créer un comité de pilotage. Les experts des deux parties furent invités à y prendre part, afin d'étudier concrètement les conditions acceptables pour une conciliation. Tenant compte des revendications des résidents et des propositions de la ville de Tokyo, on réalisa des études environnementales et a rédigé le dossier en vue d'un accord. La conciliation entre la ville de Tokyo et les habitants a été finalement conclue en 1974, mettant fin à la guerre contre les déchets. L'accord se composait des dispositions suivantes. Obtenir l'accord préalable des riverains pour des projets de construction et d'exploitation d'usines d'incinération, selon un mode participatif. Prévenir toute pollution en équipant les installations des systèmes de prévention de la pollution les plus avancés et en les modernisant au fil du temps. Développer les zones avoisinantes avec des installations au profit des résidents locaux. Indemniser les riverains de préjudice pouvaient se revenir du fait des activités des usines d'incinération. Cet accord constitue la base du système de gestion des déchets à Tokyo jusqu'à aujourd'hui. La ville de Suginami organisa dès lors les services de propreté sur son territoire conformément aux dispositions de l'accord de conciliation. Une convention tripartite a été signée entre la ville de Suginami, les résidents et le prestataire retenu pour construire et gérer l'usine d'incinération. Cette convention inclut notamment des seuils en chiffres convenus conjointement pour prévenir les risques de pollution, un plafond des volumes traités et du nombre de barriques aux autorités sur le site, des itinéraires pour atteindre le site afin de minimiser l'impact sur la circulation routière locale. Les trois parties établirent également un conseil de gestion qui devait être tenu informé régulièrement de l'état des lieux, volume de déchets traités, fonctionnement des incinérateurs, résultats des études environnementales en matière d'émissions ou de nuisances sonores. Ce travail de concertation
bien avant la mise en service de l'usine d'incinération, a permis d'obtenir l'approbation de la population sur sa mission et son mode de fonctionnement. La divulgation régulière d'informations a également joué un rôle clé pour assurer l'adhésion des riverains. L'accord de conciliation prévoyait des mesures de lutte contre la pollution. Par exemple, la hauteur de la cheminée devait être supérieure à 150 mètres pour garantir une bonne dispersion des émissions de gaz. En fait, celle de l'usine d'incinération de Suginami mesure 160 mètres. Elle impose également des niveaux d'émissions autorisés plus stricts que ceux exigés par la législation. Tous les chiffres provenant du suivi de ces seuils sont publiés pour tenir les habitants informés. Lorsqu'une anomalie est constatée, il est possible d'intervenir dans les plus brefs délais pour mettre l'incinérateur à l'arrêt. Pour des services de propreté fiables et de proximité. Voici la devise de l'usine d'incinération de Suginami. Afin de s'intégrer parfaitement dans l'environnement, les toits et les parois sont recouverts de végétation, la couleur des murs et la taille des éclairages reprenant celle des bâtiments environnants. La chaleur émise par l'incinération est récupérée pour alimenter des installations communautaires, par exemple pour chauffer l'eau de piscine. Désireuse de toujours le plus de transparence, l'usine organise des visites pour les habitants. L'usine de Suginami a été construite en tenant compte de l'environnement direct et des résidents locaux et continue d'être exploitée dans cette optique. Malgré tous les efforts déployés, il existe toujours un risque de nuisance pour les riverains, comme un accident de la route impliquant un camion poubelle ou une pollution due à des émissions de gaz ou à des odeurs nauséabondes. Si les riverains devaient subir un préjudice, l'accord de conciliation prévoit une indemnisation par les autorités publiques. Cette clause de compensation est un élément rassurant pour les habitants, ce qui contribue à réduire la méfiance des services administratifs. Aujourd'hui, des usines d'incinération comme celle de Suginami ont été construites dans l'ensemble des 23 villes de Tokyo, selon le principe d'une usine par ville. Elle publie tout sur le site web les rapports environnementaux sur le suivi des normes anti-pollution. La divulgation en toute transparence d'informations sur les installations et leur exploitation contribue à installer la confiance des habitants. Le conseil de gestion partage des rapports sur les opérations et sur les études environnementales. Il communique également et régulièrement avec la population dans le cadre de réunions publiques. Lorsqu'un projet de reconstruction devait être entrepris, les plans ont été relevés aux résidents locaux à l'avance afin d'expliquer les impacts possibles sur leur environnement, tout en laissant le temps de discuter. Les instances publiques réalisent ainsi les projets en s'assurant de l'adhésion des résidents. Pour résumer, le traitement des déchets que plusieurs villes ont imposé à une ville déposant de sites de dépôt a donné lieu à des tensions entre les villes, ce qui a été appelé la guerre contre les déchets. Chaque ville a alors été invitée à prendre en charge le traitement de ces déchets sur son propre secteur. Malheureusement, des mouvements de protestation contre la construction d'usines d'incinération dans les quartiers sont retardés les aménagements nécessaires, rappelant combien il est essentiel d'obtenir l'aval des riverains pour ce genre d'installation. Ceci démontre l'importance de créer le plus tôt possible un espace d'échange entre les trois parties prenantes, qui sont les résidents, les autorités publiques et l'exploitant de l'usine d'incinération. Par exemple, sous la forme d'une commission de pilotage
et, une fois l'usine mise en service, de communiquer régulièrement en toute transparence avec la population à travers diverses initiatives comme la diffusion d'informations et de rapports ou des visites de sites. Ces efforts constants des services de la ville garantissent le soutien de la population et une gestion cohérente et efficace des déchets sur l'ensemble du territoire. Shibushi est une petite commune de province située dans le département de Kagoshima, avec une superficie de 290 km² et une population de 30 000 habitants. Au sud de la commune, le port de Shibushi est une importante base de commerce maritime international. Étant situé au cœur des échanges nationaux et internationaux, il joue un rôle essentiel pour l'économie de la région du sud de Kyushu. Dans les grandes villes du Japon, l'incinération des ordures est la méthode la plus largement adoptée, avec l'enfouissement des cendres comme traitement ultime. Mais Shibushi a choisi de ne pas dépendre de l'incinération, en organisant de façon très systématique un tri sélectif des déchets afin de réduire les volumes à enfouir. C'est ce qu'on appelle le modèle Shibushi. Voyons concrètement à quoi ressemble cette collecte sans recours à l'incinération avec le tri sélectif pour réduire les volumes de déchets. 何でも庭先で燃やして容量を少なくして中身の見えない黒い袋に入れてゴミステーションに出してねというのが今までの施策だったんですよ。En 1990, une décharge de déchets fut aménagée sur la commune de Shibushi. Aucun tri sélectif n'était prévu à l'époque. Les déchets ménagers y étaient simplement enfouis. Selon les estimations établies à l'époque, la capacité de stockage devait être atteinte en 2004. Un projet de construction d'une usine d'incinération commune avec les municipalités voisines ayant vu le jour, Shibushi a envisagé à un moment donné de passer à l'incinération. Cependant, les risques que faisaient peser sur la santé humaine les émissions toxiques de dioxine des incinérateurs étaient à l'époque un vif sujet d'actualité. Les risques de pollution et l'impact possible sur la santé des habitants furent largement débattus par le maire et les responsables de services de la ville. Le coût que représentait la participation de la commune à la construction de l'usine d'incinération a également été un facteur décisif. Shibushi décida finalement de se retirer du projet. Mais, afin de pouvoir utiliser le plus longtemps possible la décharge existante, Shibushi chercha à réduire au maximum le volume de déchets. En organisant un tri en un très grand nombre de catégories utilisables par l'industrie de recyclage. Aujourd'hui, les habitants de Shibushi trient le déchet ménager en 27 différentes catégories et les déposent à des points de collecte gérés par des associations de quartier. Ces catégories sont très diverses. Déchets périssables, verre, canettes, bouteilles en plastique, métaux, céramique. Les modalités de dépôt varient selon les formes des déchets et le mode de ramassage. Par exemple, les bouteilles en plastique et autres déchets légers qui risquent de s'emballer doivent être déposés dans des sacs en plastique. Les papiers, cartons ou textiles sont attachés avec de la ficelle, car le recyclage pourrait être compromis s'ils étaient pollués par du plastique. D'autres types d'ordures sont déposés directement dans des bacs prévus à cet effet et transportés tels quels vers les centres de recyclage. Quasiment aucune autre commune impose un tri sélectif aussi conséquent, mais à Shibushi, le système est désormais bien ancré dans la population. Il doit son succès aux associations de quartier qui jouent un rôle efficace d'encadrement sur les lieux des points de collecte. 名前書いてないとダメなんですよ。
どこに書いてある？ここにあります。熊とか。全部名前が書くよね。ここには。菊池とか。これ絶対名前書かなきゃいけない。書かないとダメです。ということは違反したときに、また持ち主に持って帰る。ここは違反ですよというのを分かってもらって、また勉強してもらわないかん。指導してもらって、分別してそこへ出してます。厳しいです。だって残されていると近くの人は気になるじゃないですか。名前が書いてないとね、責任が持てますから。転入されてきた人はですね、そんなことをプライバシーの侵害じゃないかという方もいらっしゃいますよ。地球環境のためですよと言ってですね、そこで転入時に説明時にこう説明するわけですよ。それが一番力が入りますよ、私たちは。そしたらですね、ああそうなんですねって言ったら、そこから私たちの応援なんですよ。Le tri selon un très grand nombre de catégories a certes des avantages, mais cela a également ses inconvénients. Plus il y a de catégories à trier, plus cela prend du temps et des efforts. C'est une lourde charge pour les habitants. À Shibushi, afin de garantir un tri sélectif aussi poussé, des associations pour la propreté ont été créées dans chaque quartier par les résidents. Sous la devise « Protégeons nous-mêmes notre quartier », ces associations ont la mission suivante: d'organiser des campagnes de sensibilisation aux questions environnementales, d'inclure des pratiques de tri sélectif précises auprès de la population, d'organiser des campagnes de propreté. Elles sont aussi les interlocuteurs privilégiés des services municipaux pour tout ce qui est relatif à l'environnement. Shibushi organise régulièrement des séminaires sur l'environnement. C'est l'occasion pour les résidents d'apprendre les règles de tri sélectif des ordures et d'autres initiatives pour préserver l'environnement. La gestion des points de collecte est confiée aux résidents, qui sont tous membres de l'association de leur quartier. Ce système permet aux résidents d'apprendre les uns des autres les règles de tri et d'inclure la pratique dans les habitudes. Les résidents participent aussi à tirer de bénévoles à des opérations de propreté de leur quartier, sur un secteur qu'ils délimitent eux-mêmes, pour maintenir un cadre de vie propre et agréable. Il lui suffit d'en faire la demande et de s'inscrire auprès de la municipalité. Les habitants sont nombreux à soutenir cette initiative et y participent activement. Aujourd'hui, Shibushi a réduit ses déchets mis en décharge de 80% par rapport à la situation antérieure à la mise en œuvre de tri sélectif. La décharge ouverte en 1990 prévoyait 14 ans d'exploitation avant d'atteindre le maximum de ses capacités. Grâce aux efforts de tri systématique, on estime qu'elle pourra continuer à contenir des déchets jusqu'en 2050. De plus, Shibushi maintient depuis 2005 un taux de recyclage de l'ordre de 75%, alors que la moyenne nationale est autour de 20%. La valorisation des déchets triés a été confiée par la municipalité à des entreprises privées spécialisées dans le recyclage. Par exemple, les déchets périssables sont réduits en poudre et mêlés avec la sciure de bois pour être transformés en engrais. Des chutes de cyprès sont rachetées à des scieries car on sait que les copeaux de bois concassés ont la propriété d'absorber l'eau et les odeurs. Les mélanger aux déchets périssables pulvérisés a pour effet de réduire les odeurs. 80% de compost ainsi obtenu au bout d'un processus de fabrication de 6 mois est mis en vente, tandis que les 20% restants sont distribués gratuitement 2 fois par an aux habitants, dans une volonté de leur restituer le fruit de leurs efforts de tri sélectif. L'agriculture est une activité très développée à Shibushi, garantissant des utilisations durables pour le compost ainsi produit. Une fois que la municipalité s'est assurée de la disponibilité d'un circuit, c'est-à-dire
Lorsqu'elle a trouvé une filière de recyclage capable de collecter une catégorie de déchets valorisables, elle organise le tri sélectif de ces déchets au niveau des ménages. Ainsi, il n'arrive jamais que les déchets collectés ne trouvent pas preneur. Les recettes collectées par Shibushi par la vente de déchets valorisables aux entreprises de recyclage pour l'année fiscale 2021 se sont élevées à 13 millions de yens. Une partie de cet argent est utilisée pour la gestion des points de collecte et l'organisation de séances de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il est indirectement redistribué aux habitants. Le coût de gestion des déchets ménagers s'élève à 11 000 yens par habitant à Shibushi, soit 100 000 yens moins que la moyenne nationale, qui est de 16 000 yens. Hector, le responsable de propreté de Shibushi, nous racontait ses souvenirs. 自分の出したゴミに責任を持つとか、そういう言葉を使いながら市民を説得していってきたということですよ。こんな面倒くさいことをさせやがってというのはありましたけども、それはもう100人が100人私たちの言うことに賛同するとは限らんわけですから、やはり大多数の人が賛成をして、そして少数意見があればそれは丁寧な説明をして協力してもらうというのを相当努力しないといけないと思いますよね。街をきれいにしたかったら自分がしないといけないわよと、自分の背中見せないといけないわよと。Pour réduire encore les volumes de déchets de décharge, Shibushi cherche aujourd'hui à valoriser les couches jetables dont la quantité a beaucoup augmenté ces dernières années. Le responsable de propreté conclut en nous expliquant en quoi le modèle Shibushi de réduction de volume de déchets grâce à un recyclage et une valorisation systématique peut être adopté à la situation des pays en développement. 途上国もさっき言った通り島処分処理の時代か再利用再資源化ということに僕は入っていくと思うんですよ。早くの分別の大切さに気づけばいいのになとか、途上国の技術力とか経済力とかですね考えたらですね、私たちの今このやっているのが手の届く施策かなと思って。Depuis 2009, Shibushi organise des formations pour des stagiaires de pays en développement, lors desquelles il y a transfert de technologies de modèle Shibushi. Pour des pays qui ne disposent pas des moyens financiers ou techniques pour installer des incinérateurs, le modèle Shibushi, fondé sur le tri sélectif, peut s'avérer une alternative utile et plus facile à mettre en œuvre. On a compris que ce modèle, où toute introduction d'un système de collecte basé sur le tri, nécessite la coopération des habitants. Il faut donc que les services municipaux prennent le temps nécessaire pour mener une réflexion approfondie avec les citoyens sur la façon de gérer les déchets, leur expliquer quelles sont leurs responsabilités et comment agir à travers diverses initiatives, y compris en favorisant une participation bénévole des riverains. Il ne faut pas oublier de trouver des voies de valorisation des déchets collectés en faisant appel en recyclage. Sinon, ce qui aura été collecté ne sera plus des ressources à valoriser, mais plutôt de simples déchets à enfuir. Au Japon, on distingue les déchets ménagers qui proviennent essentiellement des foyers et les déchets industriels qui sont produits par les entreprises. Les déchets industriels sont divers en une vingtaine de catégories, allant des gravats au plastique. Le traitement relève de la responsabilité des entreprises. Des décharges illégales de déchets industriels ont fait l'objet de scandales dans le passé. Nous expliquerons ici l'importance de la surveillance, les inspections et les interventions rapides pour lutter contre l'apparition de décharges illicites, tout en rappelant le coût faramineux et l'énergie considérable qu'il faut déployer pour remettre en état un site pollué à travers l'exemple de l'affaire Teshima. Teshima est une île située dans la mer intérieure de Seto, entre Honshu et Shikoku.
Teshima signifie l'île d'abondance. Jouissant d'un riche environnement naturel, la production rizicole et piscicole y était abondante. 春になったらここ山いっぱいに松が緑になってですね、4月の後半から5月にかけてツツジの花が咲いてですね、花見に来てました。その頃手島ではその花見っていうのはツツジでしてました。夕方になって潮が引くとですね、浜へ降りて貝を取ったりですね、いろんなことをして遊んでですね、重箱の中へ、帰りがけには貝を入れて、持って帰っていたというふうな素晴らしい思い出のあるところですが。Monsieur Aki nous parle d'un endroit qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Car sur cette superbe île se vend la plus grande affaire de déversement illicite de déchets industriels du Japon, l'affaire Teshima. L'île polluée par des déversements répétitifs et non maîtrisés de déchets a été appelée l'île poubelle. L'affaire Teshima démarre avec une demande déposée auprès de la préfecture de Kagawa pour un permis d'exploitation d'une installation de traitement de déchets industriels. Informés de cette requête, les riverains se sont immédiatement contre le projet. Cependant, la préfecture a exprimé son intention d'accorder l'autorisation selon des conditions spécifiques sur le type et les volumes de déchets autorisés. Les riverains ont continué à s'y opposer, mais la requête de l'industriel fut finalement acceptée. Malheureusement, sur le terrain, cette entreprise était loin de respecter les principes d'un traitement responsable des déchets. Des quantités considérables de déchets, comprenant des métaux lourds, des huiles usées, des buées et autres substances toxiques, ont été déversés sans retenue sur l'île. Les déversements sauvages étaient de plus en plus sérieux. Déversement non contrôlé des déchets industriels dans le port et sur les routes de Teshima, odeurs nauséabondes, nuisances sonores, vibrations constantes et accidents de la route provoqués par le mouvement incessant des camions. Chaque jour, la combustion à ciel ouvert de déchets toxiques entraîna aussi des préjudices sur la santé des riverains. Ils ont signalé à maintes reprises ces activités non respectueuses des lois de la part de l'entreprise à la préfecture sans parvenir à changer la situation. Il fallut attendre l'inculpation de l'entrepreneur par la police d'une préfecture voisine pour mettre fin à ces actions. Les habitants de Teshima ont souffert de ce drame pendant 15 ans. Ils se sont retrouvés avec une énorme décharge sauvage qui n'avait rien à voir avec les paysages idylliques dont ne parlait M. Aki. 28.5 ヘクタールあるんですね。ここいっぱいいろんなシュレッダーダストとか鋼材とか製紙汚泥とかいろんなものが残っていますが、この中に手島のものは一粒もありません。すべて島外から持ち込まれたものです。しかもそれは我々は一回も賛成したり同意したりものはありません。L'arrestation de l'entrepreneur était le déclic. Les habitants ont fait une requête de recours en arbitrage pour délit de pollution. Conformément à la loi sur le règlement des différends relatifs à la pollution, cette procédure permet d'obtenir une solution rapide sans avoir à passer par les tribunaux. En 2000, la préfecture de Kagawa reconnaît une erreur de ses services qui n'auraient pas dû délivrer l'autorisation de traitement de déchets et qui n'ont pas assuré la surveillance et le suivi requis. Un accord a été conclu avec les résidents pour nettoyer et remettre le site en état. Afin de trouver une issue rapide, la préfecture mit en place un comité technique composé d'experts et d'universitaires qui ont étudié les différentes mesures de préservation de l'environnement
et les techniques envisageables pour éliminer les déchets abandonnés sur l'île. La Commission a commandé un traitement intermédiaire par un procédé fondé à haute température dans une usine construite à proximité à cet effet. Cette solution, accompagnée de mesures pour préserver l'environnement et la santé des riverains et pour éviter toute pollution secondaire, a finalement été approuvée. 中間保管とかそういうふうなことを言うわけですが、そういうことではないと。もっと手島より弱いところへそれを押し付けるようなことは絶対するなっていう。だからこれを撤去して、燃やして溶かして無害化してで再利用せと。一切その負担のないっていうのはそういうことはするなと。手島と同じようなことをするのは第2第3の手島を作るなっていうようなことで、それで、燃やして溶かして無害化して再利用すると。溶融固化してですね、そしてこういうふうな砂状のもの、シュレッダーダストをこういうふうな形にしてですね、これスラグっていう砂と同じようなものにして、でそれを公共事業にして使ったと。40 ans se sont écoulés entre le début de déversement des légaux et la décontamination complète des sols, en passant par la phase d'élimination des déchets et autres résidus pollués. 910 millions de tonnes de matériaux divers ont été traités et le coût total pour la remise en état du site est estimé à 80 milliards de yens. Cette somme astronomique, régulée par l'État et le département, est en fait payée par les impôts de contribuables. L'infiltration de sols de substances toxiques provenant de déchets déversés illégalement avait pollué les eaux souterraines, qui contenaient des niveaux élevés de benzine et de trichloroéthine. Il a fallu décontaminer la nappe phréatique en pompant l'eau polluée et en la rechargeant artificiellement par le biais de puits d'injection. En juillet 2021, les eaux souterraines de l'ensemble de la zone décontaminée avaient atteint des niveaux acceptables pour être rejetées en mer. La barrière imperméable de 360 mètres de long qui avait été construite pour empêcher l'eau polluée de la décharge illégale de pénétrer la mer a été progressivement retirée. Ces travaux ont pris fin en mars 2022, mais il faut attendre encore quelques années avant que les nappes phréatiques retrouvent le niveau environnemental naturel. Le site ne sera restitué aux habitants de Teshima qu'une fois ces seuils atteints. Pour qu'une telle situation ne se reproduise plus, la préfecture de Kagawa a renforcé son dispositif de contrôle et d'intervention pour répondre rapidement à des cas de rejet illicite de déchets. Par exemple, elle organise de façon planifiée une surveillance aérienne par hélicoptère ainsi que des échanges d'informations avec le service de police. Elle a également confié à des prestataires privés des opérations de patrouille la nuit ou le week-end. Le moment où le risque de décharge illicite et de combustion à l'air libre est plus élevé en raison d'une surveillance généralement moindre. Elle organise aussi des inspections sur sites d'entreprises agréées pour s'assurer qu'elles pratiquent bien le traitement des déchets selon les autorisations accordées. Ceci nous a permis de comprendre l'importance pour les pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour réprimer un éventuel déversement frauduleux. 自然海岸というんですか、それに近づけていくようなことをしかしながら100年ぐらいはかかるんじゃないかと思ってますね。それぐらいの破壊行為と汚染の行為があったというふうに思ってます。Écoutons encore M. Aki qui, en tant que secrétaire général de la conférence des résidents, n'a cessé de se battre contre ces dépôts frauduleux. よくここまで来たなと。
その先人たちから受け継いだ素晴らしいものっていうのはね、やっぱり引き継いでいかなんだいかんっていうのはね、自分の目で見てですよ、自分の耳で聞いて、自分で考えてですよ、自分の手と足で行動していく以外方法はないっていうんです。誰かが何とかしてくれるってことはありえないっていう。Les conséquences d'une telle pollution sont difficiles à évaluer. Le coût et le temps nécessaires pour remettre en état le site pollué par cette décharge sauvage ont été astronomiques. Pour lutter contre les déversements illicites, il est primordial que les autorités publiques communiquent étroitement avec les entreprises agréées et avec la police à travers un partage d'informations et des inspections régulières des sites et mettant en place un système de surveillance permettant d'identifier rapidement les cas qui nécessitent une intervention rapide. Dans le cas où des déversements illicites sont avérés, il faut immédiatement établir une structure de coordination réunissant experts et résidents concernés afin de saisir l'étendue des dommages et réfléchir rapidement aux moyens d'éliminer ces déchets et de décontaminer le site. L'inaction risque de mettre gravement en péril l'environnement. Il est nécessaire de mettre en place une solution rapide. Au moment d'éliminer les déchets rejetés de façon illicite, les autorités publiques ont également le devoir de prendre des mesures appropriées pour éviter les pollutions secondaires en faisant appel à des technologies de traitement spécifiques qui préservent le milieu environnant. Ce cas a été à l'origine de la révision de 1991 de la loi sur le traitement des déchets. Elle a renforcé les obligations des entreprises privées, mais aussi le contrôle par l'administration, ceci accompagné de sanctions si nécessaires. Au centre de l'archipel japonais, la région de Kinki regroupe 6 départements: Osaka, Kyoto, Shiga, Hyogo, Nara et Wakayama. Elle représente la seconde zone urbaine et la seconde région économique du Japon et constitue le centre vital du Japon de l'Ouest. Le projet Phoenix de la baie d'Osaka a été lancé pour assurer une gestion durable des déchets générés dans cette vaste région de Kinki. Voyons ensemble les avantages d'une collaboration régionale pour l'exploitant, illustrés à travers les avantages et les enjeux de ce projet de la région de Kinki. Dans les années 60 et 70, le Japon connut une rapide croissance de son économie, entraînant des modes de production et de consommation de masse avec les déchets qui vont de pair. La période est marquée par une croissance exponentielle des volumes de déchets au niveau national. Le développement économique et démographique de Kinki suivit cette tendance et a rapidement évolué, de même que les volumes de déchets générés. Trouver des terrains pour établir des sites de stockage ou de traitement de déchets à l'intérieur des terres se révélera de plus en plus difficile du fait de la forte densité de la population. Face à des quantités de déchets en constante hausse et à l'impossibilité de trouver un nouveau site, le principe d'une gestion intercommunale a apparu comme la solution. Rappelons que dans le passé, de nombreuses municipalités étaient confrontées au même défi, à savoir trouver de nouveaux sites d'enfouissement pour les déchets ultimes. Elles ont demandé la possibilité de partager les installations, ce qui a incité le gouvernement à annoncer plusieurs projets de gestion partagée des déchets. La région métropolitaine de Tokyo, qui comprend la capitale et ses départements limitrophes, ainsi que le Kinki, furent parmi les territoires retenus pour introduire ce modèle. Mais le projet de gestion intercommunale pour la région de Tokyo a été abandonné, faute d'accord entre les collectivités locales.
Par contre, le Kinki adopta le projet Phoenix de la baie d'Osaka qui répondait à deux enjeux importants pour la région. Garantir la disponibilité d'un site durable pour le traitement de déchets ultimes et répondre à une demande croissante de terrains industriels de zones côtières. C'est ainsi que le Centre régional d'aménagement environnemental du front de mer de la baie d'Osaka a été créé au Centre Phoenix pour abréger, comparable à une communauté de communes pour certains services. Le Centre Phoenix a pour vocation de gérer de façon unifiée le projet, y compris la coordination entre les différentes collectivités locales concernées. Elle est chargée d'exploiter un site comprenant une zone de réception et une usine de valorisation des déchets, sous forme de matériaux pour rembler. Les dépenses relatives à la construction et à l'entretien des installations, ainsi qu'à la valorisation des déchets, sont couvertes par des subventions de l'État, les contributions des municipalités et des entreprises produisant des déchets, et un financement de l'exploitant de la zone portuaire. Le terrain remblayé par les déchets produits par l'usine de récupération et gagné sur la mer dans la baie d'Osaka est ensuite confié à l'opérateur portuaire qui peut alors l'aménager et construire diverses installations logistiques, par exemple. Un des avantages évidents de la gestion d'intercommunale est de réduire les charges financières des collectivités locales. La construction et l'entretien d'installations de grande taille permettent des économies d'échelle. Pour les municipalités, cela revient moins cher que d'aménager une usine plus petite dans chacun de leurs territoires. En confiant la construction et l'exploitation de sites de façon unifiée à un organisme spécialisé, on réduit d'autant la charge administrative de chacune des municipalités. Il peut ainsi gérer de façon cohérente et coordonner les relations avec l'État, les municipalités, les résidents et prendre les mesures environnementales nécessaires pour toutes les questions relatives au traitement des déchets ultimes. Mais la gestion intercommunale n'est pas sans problème. Chaque municipalité, de parties prenantes de projets de gestion intercommunale, a ses propres contraintes et sa propre réalité de terrain. Les prises de décision peuvent de ce fait nécessaire de temps. D'autre part, maintenant qu'elles ont trouvé une filière durable pour traiter le déchet ultime, l'urgence n'est plus de mise. Les communes risquent d'être moins actives pour encourager leurs riverains à réduire les volumes de déchets. Il est donc important, dès la définition des projets de gestion intercommunale, de choisir les collectivités locales dont la réflexion, l'attitude et la démarche en matière de gestion des déchets ne sont pas trop différentes. Une trop grande différence entre elles risquerait de devenir un obstacle pour obtenir les consensus recueillis dans le cadre de la coopération. Les municipalités qui partagent un contexte social et culturel auront tendance à avoir de nombreux points en commun, favorisant les discussions autour de problématiques similaires et l'attente de consensus. Grâce à la gestion régionale des déchets, le projet Phoenix de la baie d'Osaka a atteint une taille suffisante pour permettre de mieux gérer la construction et l'exploitation du site. Il devient possible d'en confier la gestion à un organisme spécialisé pour unifier les activités, réduisant d'autant la charge administrative de chacune des municipalités. Notons cependant que la coordination sous-entend un grand nombre de parties prenantes susceptibles de ralentir le processus de décision. Les municipalités risquent aussi d'être lentes à encourager à la réduction des déchets. Dans ce projet, les municipalités ont pu s'assurer de débouchés prennent pour le déchet ultime et réduire les charges administratives, tandis que l'exploitant portuaire a pu disposer de nouveaux terrains exploitables. C'est la rencontre de deux avantages souhaités qui garantit le succès d'un projet de gestion intercommunale.
Cette vidéo pédagogique a mis en évidence plusieurs éléments. L'importance d'obtenir l'accord des résidents et de clarifier le rôle des autorités publiques avec l'exemple de la guerre contre les déchets de Tokyo. L'organisation de tri sélectif pour réduire les volumes de déchets ultimes avec le cas de Shibushi. Les mesures contre les déchets illicites avec l'affaire Teshima. Et la gestion régionale de traitement illustrée par le projet Phoenix de la baie d'Osaka. Pour préserver notre planète et améliorer notre cadre de vie, nous devons coopérer pour trouver les moyens de gérer de façon adéquate les importantes quantités de déchets que nous rejetons chaque jour. Le Japon compte de nombreuses municipalités, chacune ayant développé ses propres méthodes de gestion des déchets, en fonction de ses spécificités. Si le Japon est désormais un pays avancé en la matière, cela n'a pas toujours été le cas. Pour une bonne gestion des déchets, au-delà de technologies innovantes, il faut apprendre à négocier des accords consensuels, à obtenir une participation active des résidents ou savoir encadrer une gestion intercommunale de services. L'expérience du Japon dans ce domaine lui a permis de surmonter les difficultés. Nous espérons qu'il sera utile pour les pays en développement confrontés à divers enjeux liés au traitement des déchets.